Auteur de plus d'une dizaine de livres, je reçois aujourd'hui Lolita Leblanc. Bonjour Lolita. Salut, ça va bien? Ça va très bien, toi? Super bien. Merci d'avoir accepté mon invitation pour en fait nous parler de toi à Lecture, Bouquins et Confidences. C'est super apprécié que tu prennes le temps de nous parler. C'est un honneur. J'aimerais tout d'abord que pour les gens qui ne te connaissent pas, que tu te présentes un peu. Qu'est-ce que tu fais? Je sais que tu es aussi designer d'intérieur. Cuisiniste, oui. Cuisiniste? De Oui. cuisine. Ouais, non, je fais aussi du design, mais je suis cuisiniste spécialisée. Spécialisée. Ça consiste à quoi? Refaire des armoires de cuisine, des salles de bain, du mobilier intégré, des choses comme ça. Mais je fais aussi des annexes, des agrandissements, tout ce qui touche au design intérieur. Et tu as écrit plus d'une dizaine de livres. En fait, on essayait là, avant d'entrer en enregistrement de compter. C'était un petit peu complexe. Là. Environ 4 livres, 5 livres, des collectifs, tu as même une revue. J'ai participé, j'ai été sélectionnée pour que mon texte soit publié dans une revue. Ça s'appelle L'Abonnante. C'est une revue qui existe depuis plusieurs années. Une revue universitaire. J'ai 4 romans, 5, j'ai 3 collectifs, puis j'ai 4 recueils de pensées. C'est pour ça que c'était difficile de... Oui, c'est ça. On va commencer tout de suite en parlant de tes recueils de pensées. Moi, j'en ai un ici qui est le Simplement réconfortant. Oui. T'en as 3 autres. Oui, j'ai celui-là, le bleu. Lui, c'est Simplement bienfaisant. J'ai énergisant. Puis le orange qui, lui, c'est relaxant. Et ça, dans le fond, c'est des recueils de pensées. C'est parti parce que sur Facebook, j'écrivais des petits mots de Loli qui passent régulièrement. Puis à un moment donné, un éditeur, il dit « Ah, j'aime ce que tu fais, on pourrait les mettre en recueil. » Fait qu'on a publié 4 petits recueils comme ça, sans prétention. Puis en général, les gens, quand ils m'achètent des romans à moi, personnellement, ben, je les en glisse au travers. C'est super, super gentil. Et là, ça, c'est des pensées que toi, tu as inventées. Là. Oui. OK. Des petits mots qui me sortent comme ça n'importe quand dans la journée, je les notais, puis après ça, ben j'en ai un panier plein. Ah, mon Dieu, OK, t'es très inspirée. Je sais que j'en vois passer, moi, sur Facebook, des pensées de Loli qui sont vraiment très inspirantes. Et là, on voit, là, je vais juste le montrer rapidement, qu'il y en a de longueurs différentes. Hein? Oui. On a une pensée qui fait une page, l'autre côté, c'est quelques lignes. Fait qu'on en a vraiment pour tous les goûts. Et toi, l'inspiration de ça, ça devient naturellement? N'importe quand. Puis quand ça arrive, ben c'est ça, je note. J'ai toujours des petits bouts de papier qui traînent partout dans la maison à cause de ça. Là. Puis moi, quand je l'ai fait, c'était juste pour le plaisir. J'ai un ami qui est chez vous, Jean-Guy Arpin, qui en écrit. C'est un penseur, c'est un sage pour moi. Puis je commentais sous ces petits mots. Puis à un moment donné, ben on est devenus amis. Puis Jean-Guy dit, fais-toi confiance, c'est beau ce que tu écris. Fait que là, j'ai commencé à les écrire. Puis ça a l'air que ça plaît aux gens. J'ai même un professeur au secondaire, qui à tous les semaines, il en écrivait une sur son tableau. Puis quand il n'oubliait une, les élèves lui demandaient « Hey, on n'a pas eu notre pensée cette semaine! » J'ai dit « des élèves de secondaire, j'étais très contente. » Fait que je lui ai donné les 3 autres livres. Ça, c'est hot, ça. C'est super. Pour vrai, c'est le fun en tabarnouche de savoir ça. C'est motivateur. Tu n'attends pas que des élèves de cet âge-là puissent se reconnaître ou aller chercher quelque chose qui leur parle dans des petits mots comme ça, parce que je le fais pour le plaisir. Tant mieux si ça peut aider. Effectivement. Parlons. Ça t'a arraché le cœur, hein? Oh, mon Dieu. Hey, j'ai des frissons, puis j'ai même pas encore dit ma première phrase, puis j'ai des frissons qui me parcourent. Parfum d'enfance, miel pour salaud. C'est publié chez Crescendo. Un roman, écoute, pour vrai, les mots me manquent. C'est poignant. C'est captivant en même temps, mais c'est déchirant de lire cette histoire-là. Qu'est-ce qui t'a inspiré une histoire comme ça? Moi, je m'étais inscrite dans un cours de création littéraire par correspondance. Je devais écrire un texte de 5 pages. Puis comme tout ce que j'écris, je le rêve, je me suis assoupie dans la balançoire sur mon patio. Puis à un moment donné, ben, le texte est venu. Je suis rentrée en dedans à la course, j'ai écrit mes 5 pages. Je l'ai envoyé à mon cours, puis je l'ai fait circuler entre les mains des amis. Puis, il y en a une, elle me dit, ça te dérange-tu? Je la fais lire à une de mes amies. J'ai dit, OK. La dame en question, ce que je ne savais pas à l'époque, elle était auteure. Quand elle l'a lu, elle m'a rappelé. Puis là, elle me dit, Lolita, tu devrais en faire un roman. Je dis, mon Dieu, c'était pas le but. C'était pas ça que j'avais en tête. Entre-temps, j'ai eu les résultats de mon cours. J'avais eu un 100% pour ce texte-là. J'ai dit à mon chum, qu'est-ce que je fais? Il dit, ben regarde, essaie-toi. Quand tu n'auras plus rien à dire, tu n'auras plus rien à dire.
Fait que je me suis mis à l'écrire, puis la magie a opéré. Je me suis mis à rêver la suite comme je fais avec mes autres livres. Fait que le livre est né comme ça. Puis, dans l'écriture, ou un petit peu avant, je me suis aperçue en écoutant un reportage de Jeannette Bertrand. Tu sais, elle faisait des émissions Jeannette veut savoir, puis après, elle avait des tables rondes. Puis je voyais une amie d'enfance qui est assise à la table, qui raconte avoir vécu des sévices comme ça. Ça m'avait traumatisée. Je ne savais pas, puis je ne savais pas pourquoi elle avait disparu de mon entourage. Ça me donnait des réponses, puis j'ai dit, ouais, ça vaut la peine que je le sorte mon livre. Puis là, j'ai sorti, je l'ai proposé, puis c'est comme ça qu'il est né. Et il est vraiment... tu sais, pour avoir lu là, des milliers de livres, là, des fois, j'ai lu des bouquins comme ça qu'on sait que c'est une histoire. Toi, j'avais l'impression que je lisais une histoire vraie. C'est ce qu'on m'a dit. Pour moi, c'est un beau compliment. Ça veut dire que j'ai réussi à atteindre mon objectif. Ah oui. Réfléchir les gens, à les déstabiliser, à les fâcher, les faire pleurer. C'est ce que je voulais. Je voulais une boule d'émotion dans mon histoire. Ah ben, je te confirme que ça a fonctionné. J'ai eu des boules. Puis même, je le disais à mon chum en cours de lecture, je suis comme, oh là là, que c'est pas facile à lire. J'ai les émotions qui sont tout pognées en boule, justement, dans la... Mais c'était vraiment, je l'ai vraiment lu, écoute, en 2 soirs, c'était lu. Là, il était vraiment très... Mais tu as vu, je ne me suis pas censurée non plus. Je ne voulais pas ce genre de livre-là. Puis, au début, la première personne avec qui je l'avais proposé voulait me faire enlever les bouts de la box, puis tout ça. Puis, c'est tellement important dans l'histoire, j'ai dit non. Là, il y a une personne qui l'a accepté, puis mon livre marchait super bien, mais elle a vendu au début que mon livre est sorti. Puis moi, je n'ai pas voulu renouveler avec le nouvel éditeur. J'ai récupéré mes droits, puis c'est là que, il n'y a pas longtemps, je l'ai présenté à Crescendo, puis ils ont décidé de le ressortir. C'est vraiment... Parle-nous un petit peu, Lolita, avant qu'on parle de ton autre roman. Tu mentionnais tantôt que tu rêves tes livres. Oui. Tu rêves tes histoires, en fait. Ça date de loin. Moi, j'ai toujours lu. Mon père, il m'amenait un sac d'épicerie brun là, de livres par semaine. Je dévorais les livres. C'était plus fort que moi, il fallait. Mais le soir, je rêvais. Je continuais mon rêve le surlendemain. Puis je les comptais à ma famille, à mes amis, à mes proches. Le lendemain, ils me demandaient la suite en croyant que tout le monde avait cette faculté-là. Puis en me posant pas la question pourquoi que les autres ne me comptaient pas leurs rêves. Je dis, les miens les intéressent, c'est tout. J'ai beaucoup d'imagination. Puis jusqu'à ce que je me rende compte que non, les autres continuaient pas leurs rêves, les autres se rappelaient pas de tout. Je me suis sentie un petit peu comme un extraterrestre. J'ai arrêté d'en parler à mes amis. J'en parlais à ma famille, à ma mère, mais pas à mes amis. Puis un jour, justement celui-là qui va sortir chez Béliveau au printemps, oui, c'est un rêve que j'avais fait jeune, que j'ai refait adolescente, que j'ai refait adulte, mais qui ne me lâchait plus. Le seul moyen d'arrêter d'être hantée par cette histoire-là, je me suis mis à l'écrire. J'ai dit, je vais écrire un roman sans parler à personne. Je me suis isolée, j'ai acheté des petits livres boudinés, puis à chaque fois j'avais un peu de temps, j'écrivais dedans, jusqu'à ce que mon chum me dit, coudonc, t'as bien l'air mystérieuse, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que t'as? Ben, j'écris un roman, j'écrivais à la main, il est parti à rire, tu sais. Il m'a pas pris au sérieux, mais ça a fini avec 10 livres liés boudinés, là. Puis là, tu peux pas faire un livre avec ça. Fait que j'ai décidé de le diviser en tomes, fait qu'il va y avoir 5 tomes. Fait que c'est lui qui a déclenché la lecture, puis qui m'a permis de mettre un stop au début de cette histoire-là. Parce que vu que je continue l'histoire, là, j'étais capable de poursuivre mon aventure, mais je ne rêve pas les fins. Ça pop tout seul. Quand les personnages sont tannés de moi, là, ben là, la fin arrive. Mais est-ce que tu as fait pas des recherches, là, mais est-ce que tu es allé chercher si c'est un don que tu as vraiment de rêver tes histoires? Ça fait une capacité imaginaire. Oui, tu n'es pas la première à me le demander, mais ça fait 2 médiums qui me disent que c'est une sorte de don que j'ai. Je ne sais pas. Moi, je ne le vois pas comme ça parce que c'est naturel. Je ne me pose pas la question, je le fais. Mais peut-être que oui, parce que 90% des rêves que je fais, c'est toujours, j'aide des gens, je sauve des gens, je rencontre des dragons, je rencontre des monstres, des sorcières. Il y a beaucoup de choses fantastiques dans mes rêves. Il y a de la magie, il y a des créatures surnaturelles. Je peux pas te dire, mais pour moi, c'est facile. Est-ce un don? N'est-ce pas un don? Mais moi, c'est ma nourriture pour écrire. J'ai beau essayer de faire des plans, ça fonctionne pas. C'était ma prochaine question, si tu fais des plans quand tu écris. Ça bloque. J'essaye, là, puis là, oups, le rêve arrête, puis il n'y a plus rien qui se passe. Fait que là, je lâche l'idée de me faire un plan, puis ça revient. Je dis pas que de temps en temps, j'ai pas des flashs, parce que regarde, ça, c'est un panier, là. Ah, mon Dieu! Ça, c'est toutes des flashs que j'ai fait dans des rêves, une phrase, un mot, puis là, je le note là-dedans. Mes petits mots sont dedans aussi.
Puis quand j'écris, là, avant qu'on se parle, j'écrivais un petit peu, je sors une feuille, puis 99% des fois, les phrases qui sont dessus font ce que je suis rendue dans mon histoire. Je les glisse. C'est vraiment bizarre. Hey, mais c'est super, pour vrai, c'est génial d'avoir cette capacité-là. Je me trouve chanceuse. Oui, ben oui, puis pour vrai, tu sais, quand tu dis, je sais pas si c'est un don, parce que pour moi, c'est naturel, mais tu sais, les médiums, c'est un don qu'ils ont, puis c'est naturel pour eux aussi, puis eux aussi, ils n'ont pas compris au départ qu'est-ce qui se passait, ils se sont sentis différents des autres, ils l'ont caché, c'est la même chose avec toi, dans le fond. Ouais, ça ressemble un petit peu à ça. Des fois, j'avais l'impression dans la famille que, tu sais, puis moi, j'aime les livres, puis écoute, dans ma bibliothèque, j'en ai 1000 en arrière de moi, à peu près des livres, fait que je lis beaucoup encore, puis j'avais l'impression de ne pas être à ma place au travers des autres, parce que des proches par la famille proche, là, parce que je me sentais tellement différente. Mais maintenant, ben, coudonc, je l'assume, là, je suis bizarre, c'est tout. Je suis créative. Mais c'est pas bizarre, pour vrai, c'est une belle capacité que tu as. Ah, ben merci. Ben, en tout cas, moi, je trouve, là, pour vrai, j'aimerais bien ça pouvoir rêver mes livres aussi, puis pas avoir besoin de faire de plans, mais tu sais, c'est tout le temps facile quand on l'a pas de dire ça, puis quand on le vit, c'est une autre paire de manches. Là, Oui, mais tout à fait. est-ce que ça nuit à ton sommeil? Est-ce que tu Non. te réveilles la nuit pour écrire des idées? Non, parce que c'est tellement clair. C'est comme si, là, tu écoutais un film, puis tu t'étais immergé dedans. Je me rappelle de tout. Les sensations, les parfums, les textures, les couleurs, comment les personnages se sentent, c'est quoi l'atmosphère dans l'endroit où je suis, qu'est-ce qu'il y a derrière moi. J'ai juste à me replonger dedans, puis non, j'ai pas besoin, c'est en dedans, c'est fort, c'est un sentiment très, très puissant. Tu sais, des fois, tu vis un événement important dans ta vie, tu as juste à te fermer les yeux, tu es capable de te rappeler comment tu te sentais. Ben, c'est la même chose. Wow! Hey, c'est vraiment... Là, est-ce que tu écris encore à la main? Parce que là, tu disais que tu avais écrit... Non. Quand j'ai fini mes claviers, j'ai dit, là, Lolita, faut que tu apprivoises le clavier. C'est là que j'ai commencé à écrire. Au début, j'écrivais au doigt. Là. Maintenant, je suis beaucoup plus rapide. Mais non, j'écris plus à la main. C'est très, très rare, à part les petits bouts, les petites phrases qui me viennent n'importe quand. Je peux me lever durant que j'écoute la télé, je pars à la course, je prends une note. Ou je travaille, j'arrête l'auto, je prends une note. Maintenant, j'enregistre. Mon chum m'avait acheté un petit enregistreur. Mais maintenant, mon téléphone le fait. Mais non, c'est comme ça. Je le prends quand ça prend, mais j'ai pas besoin de me prendre des notes en gros pour l'histoire. Je m'immerge dedans. C'est quoi ta routine d'écriture? Normalement, quand je suis en congé, je me lève le matin, je déjeune, je peux écrire toute la journée. Je vais me mettre un cadran pour penser de dîner et de préparer le souper parce que je l'oublie. Ah, mon Dieu, ok, t'es vraiment dans ta bulle. C'est ça. Il y a des journées, des fois, je peux avoir 2 journées d'écriture. Si mon chum, mettons, je sais pas, il est parti à la chasse une fin de semaine, ben, je vais écrire 2 jours de fil sans arrêt, là. C'est comme ça quand j'écris. L'histoire est là, puis il y en a plein d'autres que j'ai rêvé entre-temps parce que j'ai commencé, j'ai la fin des autres. Fait que d'autres histoires se présentent à moi. Fait que j'en aurais des tonnes à écrire, mais comme j'écris pas à temps plein, ben, chaque petit moment est précieux. Et là, dans le fond, quand tu dis t'écris quand tu es en congé parce que toi, t'as pas un horaire de travail typique. J'imagine que tu travailles la fin de semaine. Il y a plusieurs années, je me levais beaucoup plus tôt pour écrire le matin parce que j'étais très productive, mais je me suis aperçue que dans l'auto, durant que je vais travailler, l'histoire continue, fait que c'est bien correct. Mais je suis toujours en congé normalement le mardi. Je travaille un week-end sur 2. Des fois, j'ai des avant-midi de congé. Des fois, j'ai 2 jours dans la semaine, mais le mardi, j'écris. Tout le temps. Ouais, c'est ça. À moins d'avoir des rendez-vous personnels, là, mais j'essaie de consacrer mes congés pour l'écriture. Mon chum le sait, puis il me laisse aller là-dessus. Il n'est pas envahissant, puis il me laisse mon encre. C'est même lui qui m'a fait mon beau bureau au sous-sol, parce qu'il était tanné de me voir sur le coin de la table, puis plein de boîtes, puis plein de... Là, j'ai mon univers à moi. C'est ma grotte. Et ça, c'est une question qui revient, parce que sur Mordu des livres, j'ai posé la question si vous aviez 3 questions à poser à un auteur. C'est une question qui est revenue souvent. Si c'est ton opinion face à l'importance d'avoir des moments d'écriture à l'agenda. Oui, c'est très important. Pourquoi? Pour se donner une discipline. C'est facile de procrastiner et de dire « Ah, je le ferai plus tard, mais non. On s'assoit devant l'écran et on écrit, même si tu écris 2 phrases dans ta journée, ou tu écris 5 livres, ou tu écris 10 pages, ben tu l'as écrit et c'est la productivité. C'est mieux de le faire. Puis à force de t'obliger à le faire, la discipline va devenir un automatisme, puis ça va sortir. Même si c'est de reviser ce que tu as écrit la veille, c'est pas grave, tu écris pareil. En fait, tu fais progresser ton histoire. Alors moi, je trouve ça important de le mettre à l'agenda. Puis est-ce que tu es du style à
si tu as de l'inspiration, tu y vas, mais si tu n'en as pas, tu arrêtes puis tu fais autre chose ou tu es du style inspiration ou non, je reste à... Attends, je recommence ma question parce que si je suis bloquée, mettons ce que je suis rendue dans l'histoire, c'est ça? Oui, mais c'est parce qu'il y a des auteurs qui se disent, moi j'écris pendant j'ai un bloc de 2 heures, inspiration ou non, je reste assis à mon ordinateur puis j'écris ou je regarde ma page blanche pendant 2 heures, puis il y en a d'autres qui disent, non, si j'ai pas d'inspiration, je me lève puis je m'en vais faire autre chose. Moi, quand j'ai pas d'inspiration, je relis ce qui a été écrit un petit peu avant. OK. Ça me donne un déclic, puis ça me titille, puis là, je peux avancer. Parce que ça me permet des fois de voir des choses que j'ai pas vues la première fois, puis de dire, ah, ça serait peut-être mieux de cette manière-là. Puis en le faisant autrement, ben ça enclenche le déclic pour le reste. Et tantôt, on a parlé du fait que tu faisais pas de plan. Comment tu fais pour t'assurer que ton histoire se suit si tu n'as pas de plan? Ben, je la connais tellement. Ah oui, je l'ai vécu, je suis dedans, fait que je sais où ils en sont rendus, je sais qu'est-ce qu'ils vivent, je connais la progression de chaque personnage parce qu'à quelque part, en l'ayant rêvé, je deviens chaque personnage. Autant le salaud, le monstre, que la victime, que le... Il y a des sentiments pas confortables. Là. Des fois, mon chum me réveille, je me bats dans le lit, là. Les gros coups de pied, les gros coups de pied. Puis une fois que je suis réveillée, je me rendors, c'est correct. Parce que je suis autant... je deviens tous les personnages. Fait que je sais où je suis rendue dans mon histoire. Mais comme je te dis, la fin, pour moi, c'est pénible parce que c'est long avant que ça vienne. C'est long avant que j'aille le déclic. Mais quand ça arrive, ça explose. C'est toujours quand je conduis puis que je m'en vais au bureau. Je dis, ah, j'ai fini mon roman. Je viens de passer à la fin. Le roman est terminé. Hey, c'est tellement cool. Je trouve ça super intéressant. On a parlé de lui tantôt. J'ai oublié, par contre, de juste te faire dire un petit résumé de c'est quel de ton histoire, dans le fond. L'histoire, OK. Ouais. En gros, c'est une jeune fille qui s'appelle Destinée. Le roman, il est divisé en 2 parties. Dans la première partie, elle raconte l'origine de ses parents, de son père, de sa mère, comment ils se sont connus, comment c'est devenu un couple, puis comment elle a été procréée. Dans la deuxième partie, c'est son histoire à elle à partir du moment où elle vient au monde puis qu'elle entre dans la maison familiale. Puis, durant la lecture, autant dans la première partie que la deuxième partie, parfois, elle interrompt son histoire pour s'adresser au lecteur. C'est comme si qu'elle te parlait, là, elle te demande comment tu te sens puis qu'elle dit ses sentiments par rapport au personnage parce que oui, son père, c'est un salaud, oui, c'est un monstre et en plus, c'est un psychopathe. Ça fait que, mais malgré tout ça, il y a beaucoup de bouts qu'on a pitié de lui et qu'on comprend pourquoi il est devenu comme ce qu'il est. Mais c'est vraiment 2 tomes. Fait qu'elle, on va comprendre les abus qu'elle subit, on va comprendre que sa mère, à cause d'un accident, va régresser mentalement, tout en ayant un corps extraordinaire d'une déesse. Ça reste que dans sa tête, c'est une enfant, c'est à peine, même pas une adolescente. Fait que c'est elle, sa maman, c'est elle qui l'élève. Fait que ça mélange des choses. Elle n'est pas encadrée, autrement dit, là. Puis elle va, dans la deuxième partie, en vieillissant, elle va se retrouver dans un milieu qui va l'aider à sortir de ce qu'elle vit, de ce qu'elle traverse. J'en dis pas plus. Oui, moi non plus. Est-ce que tu as eu des recherches à faire pour ce roman-là? Non? Non, parce que de la boxe, j'en ai fait. J'ai fait de l'entraînement de boxe. Fait que je comprenais un petit peu ça parce qu'il va en avoir là-dedans. Puis après ça, je lis beaucoup. J'écoute beaucoup de documentaires. Fait que j'ai pas besoin de faire des recherches sur des choses que j'ai déjà vues. OK. Puis le reste, tu l'as rêvé. Je l'ai rêvé. Mais pour vrai, c'est... tu vois, on recommence à en parler, puis j'ai encore les frissons qui... Tu as dû avoir envie de tirer le livre au bout de tes bras souvent, hein? Ben, disons que j'avais des choses pas très douces qui se passaient dans ma tête face au père, là. Mm-hmm. Beaucoup de haine, beaucoup d'incompréhension face à la petite, beaucoup de pitié, hein, évidemment. On se dit, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'elle va faire pour sortir de là? Mais on ressent une dose d'espoir tout le long, pareil. Puis je pense que c'est en tout cas, pour ma part, c'est peut-être ce qui faisait que je voulais tout le temps dévorer la page suivante parce que l'espoir me tenait à me dire, crime, elle ne peut pas rester dans une situation comme ça, il faut qu'elle s'en sorte. Puis là, on voit qu'elle chemine, on voit qu'elle veut, on voit que... Puis là, hop, un moment donné, on a comme espoir, puis oups, elle retombe parce que là, il arrive autre chose de majeur. Et là, on se dit, ça n'a pas de bon sens, ça peut pas... Et là, on souhaite juste que ça finisse pas, genre... de cette façon-là, ouais. Par un drame intense, là, mais... tu sais, il n'y avait pas une page où je me disais pas, Astine, qu'est-ce qui va arriver la page suivante? Qu'est-ce qui va y arriver? J'étais captivée, écoute, mon chum me parlait puis je l'écoutais pas.
J'étais je vais te donner une primeur, c'est que dans peut-être 1 an ou 1 an et demi, là, je vais faire la suite, puis dessiner elle est adulte. Oh! Puis elle va être amenée à enquêter sur des situations, des drames, qui va toucher quelqu'un qui va copier ce que son père collectionnait. Ah, mon Dieu! Puis elle va retravailler avec le pitbull. Vous devez lire le livre pour comprendre ce dont on parle. C'est vraiment bon. Ton autre roman, Lady Commandement, toujours chez Crescendo, avec le sous-titre Tellement plus que la mort. Parle-nous un peu de ce roman-là. En quoi ça. Voyons, j'ai encore des frissons. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, là. Tant mieux! Écoute, parle-nous-en un peu. Bon, celui-là, c'est vraiment une autre catégorie. Ça ne ressemble pas du tout à l'autre. Le premier, c'est un drame. Lui, c'est un thriller surnaturel. Ce que j'écris beaucoup plus de thriller surnaturel. C'est Trinell. Elle est orpheline. Puis Trinell, elle est super habile en dessin. Et elle est très manuelle. Elle fabrique des bijoux, des colliers, qui s'inspirent des émotions. Fait que tu peux aussi bien avoir un collier qui va s'appeler patience, l'autre amour, l'autre joie, l'autre bonheur. Ce qu'elle fait, c'est que quand elle rencontre une personne que son émotion du moment la captive, rendue chez elle de mémoire, elle dessine son visage, qui exprime le sentiment, puis ce visage-là lui inspire le bijou. Puis elle les grave avec des petits symboles spéciaux, et ses dessins et ses bijoux. Puis un jour, un matin, alors qu'elle se rendait à un café, il y a une dame qui manque de se faire frapper par un autobus, elle la sauve. Puis la dame, pour le remercier, lui propose d'aller la reconduire où elle allait. Puis en enlevant son manteau, la madame découvre ses bijoux. Elle tombe en amour avec ses bijoux. Puis cette dame-là, elle travaille dans le métier de la mode. C'est une notoriété. Fait qu'elle va lui proposer de la prendre sur son aile puis de partir sa ligne de bijoux. Puis ça va fonctionner, mais pour se reposer dans le temps des fêtes, elle va l'inviter à son château en Irlande pour se reposer. Puis c'est là qu'il va se passer plein de phénomènes surnaturels. C'est là qu'elle va comprendre pourquoi elle a cette dextérité-là, pourquoi elle met ces petits symboles-là. Il y a des phénomènes surnaturels qui vont la toucher. Il y a un esprit maléfique d'un autre âge qui va se matérialiser pour se venger d'elle. Fait qu'il va avoir une histoire d'amour au travers de ça. Donc, elle va être obligée de protéger les gens qu'elle aime. Puis, ça roule autour de ça. Il y a de la sexualité, il y a de l'amour, un peu d'érotisme, il y a de l'horreur, c'est ça. Ça ressemble à ça. Et là, c'est vraiment, je tiens à faire la distinction entre, c'est vraiment un thriller surnaturel et non pas un thriller fantastique. Non, c'est pas la même affaire. C'est ça. Il n'y a pas de vampire, il n'y a pas de loup-garou. Non, c'est du surnaturel. C'est... ça me... Tu sais, je suis peut-être fatigante avec ça, je reviens encore à tes rêves, ça me surprend toujours de savoir, je lis en disant, elle a rêvé à ça. C'est spécial. Et tu l'as-tu commencé, lui? Oui. OK. Fait que les bouts avec les éléments, là, je peux te dire que mon chum m'a réveillé parce que j'ai gigoté un goût. Oh là là! Ils l'ont lu et ils m'ont dit que ces bouts-là les avaient vraiment titillés. Non, mais c'est pour vrai, c'est encore là. Tu sais, on se demandait là, dans une entrevue précédente, là, tu m'avais dit on verra quand tu vas avoir lu, quand j'aurai lu tes livres, voir ce que. Je peux confirmer que tu as une très belle plume. Ah, merci, c'est gentil. Oui, tu as une belle plume. Je pense que tu as un réel talent. Puis, tu sais, on s'entend que tu n'as pas une dizaine de livres de publiés pour rien. Quels sont les projets en cours, Lolita? Bon, ben, au printemps, avec Béliveau, on sort le premier tome de ma série jeunesse qui va s'appeler Cali. C'est le prénom de ma fille. Ah, OK. Et puis dedans, il y a une cocassière qui s'appelle Giroflée. Ma première cocassière s'appelait Giroflée. OK. Oui. Et là, as-tu le droit de nous dire un peu le style de série? Je vais vous résumer un peu. En gros, c'est une jeune fille qui, de nos jours, ça se passe de nos jours. Puis, elle tripe sur les clés. À toutes les serrures, puis elle tripe sur les antiquités. Sa mère travaille là-dedans. Puis, son défi, c'est toujours d'ouvrir des cadenas, puis elle tripe là-dessus. Puis, à un moment donné, pour sa fête, elle reçoit 3 clés. Puis, elle fait un rêve bizarre depuis quelques temps qui la déstabilise. Fait qu'elle note ses rêves. Puis, elle décide d'aller dans une boutique d'où proviennent les clés pour savoir leur origine. En entrant dans la boutique, il va se passer un événement spécial. Elle va réveiller une sculpture qui va lui demander de la ramener dans le berceau de l'humanité. Donc, elle devra
de replonger dans un autre monde, un autre univers, un autre parallèle qui se passe à l'époque des chevaliers de la magie. Fait que c'est comme ça que ça se passe. Puis, au travers de son voyage, elle devra ajouter des gens pour faire cette quête-là avec elle. Fait que ça va être plus fantastique. Fantastique, oui. Mais il y a du surnaturel aussi dedans. Fait que tu écris vraiment de tout. Du thriller, du surnaturel, du fantastique, du drame. Qu'est-ce qui fait que... Oui, tu sais, là, oui, je sais que tu rêves, mais qu'est-ce qui fait que tu as un intérêt pour écrire plusieurs styles au lieu de juste un seul? Je lis de tout. Fait que moi, pour mon dire, quand un livre est bon, il est bon. Quand un sujet est intéressant, il est intéressant. Ça dépend comment c'est amené. Fait que moi, ça ne me dérange pas de me diriger dans plusieurs affaires. Mais par contre, quand on m'oblige à certaines structures, pour moi, c'est un méga défi parce que cet été, au début de l'été, j'ai embarqué dans un collectif. C'était un livre avec une seule histoire, 30 auteurs. On avait tous les mêmes barèmes pour composer, pour écrire notre texte. Puis on avait de 10 à 12 pages. Puis ça a été assez difficile parce que j'avais pas le droit surnaturel, j'avais pas le droit fantastique, j'avais pas le droit des pouvoirs. Fait qu'il fallait que j'aille une structure très, très encadrée. Puis j'ai adoré le défi, là, ça a fait un beau résultat. Mais c'est ça, je me dis, quand le défi est intéressant, quand le sujet est bon, est bon. Celui qui a sorti dans la bonne âme, c'était quelque chose qui se passe tous les jours, quelque chose de dramatique, quelque chose de touchant qui est arrivé à une mère par rapport à son enfant. Il n'y a pas de fantastique dedans. Le défi est intéressant. Fait que là, ça me motive, le défi, à ce moment-là. Et là, je sais qu'on a parlé avant d'enregistrer là, le livre dont tu parles, c'est Le Domaine maudit. Non, ça c'était Barry. Okay. Mais là, il y en a un qui sort, Le Domaine de Harley. Lui, il va sortir après les fêtes. Ça, c'est un autre. Ça, par contre, on était libre. On avait chacun une époque à respecter. OK. Avec le même titre. Puis là, il fallait qu'il se passe des événements, soit surnaturels ou fantastiques, et qu'il ne fallait pas que ça se termine bien. Parce qu'il faut que la maison continue à faire ses drames. Fait que ça va sortir sous peu. Il n'est pas sorti encore. Le Domaine de Harley. Mais ce que je trouve le fun, c'est que ma partie à moi, qui se passe 100 ans après la construction en 1660, elle a un lien avec la nouvelle que j'ai mise dans le recueil Maudit 3 qui vient de sortir. Oh! On dirait que j'avais comme une autre question qui m'est venue, puis j'ai comme catché ce que tu venais de dire en Ah oui! Ouais, fait que les gens qui vont lire le recueil Maudit, s'ils vont lire Le Domaine de Harley après, qui est encore plus long comme histoire, ils vont comprendre l'origine de mon personnage. J'aimerais ça que tu nous expliques, Lolita, Recueil Maudit 3, pourquoi c'est... Parce que là, il est en vente jusqu'à la fin du mois. Oui. On est en ce moment, là, le 11 novembre 2023. Oui. Pourquoi c'est un laps de temps? Pourquoi il ne reste pas en vente? Pourquoi ils ont choisi, dans le fond, de donner un laps de temps pour l'achat de ce livre-là? Pour la rareté. Plus il est rare, plus il va intriguer les gens, puis plus les gens vont être attirés à se le procurer parce qu'après ça, il n'est plus disponible. Okay. Les gens ont beau faire ce qu'ils veulent, il n'y en aura plus, c'est terminé. Puis, ça permet de mettre un temps limite pour ramasser les fonds et les donner à la fondation que Dave Turcotte, qui est le fondateur, le créateur de l'événement, ben lui, ça lui permet d'avoir un temps terminé pour ramasser les fonds et les remettre. Cette année, c'est pour le suicide. Oh! Là, j'ai vu, je pense que c'était sur ta page, tu as publié à combien vous étiez rendu. Oui, puis c'est encore plus élevé que ça. Ça fait 2-3 jours, je ne l'ai pas mis. Demain, on fait un live dans 3 groupes en direct pour parler du recueil. Puis, 19 auteurs vont venir parler de nouvelles. Fait que moi, j'en fais partie demain après-midi, de 3 à 5, je crois, si les gens, ça les intéresse. Oui, bien, écoute, ce que voyons, je cherche mon mot, là. Je m'investis, mais je vais faire 2 choses. Je vais publier notre entrevue aujourd'hui même pour que les gens, puissent aller voir les entrevues de demain. D'habitude, en temps normal, l'entrevue aurait dû être publiée à la fin novembre, mais vu que là, on parle du recueil maudit, je vais le publier aujourd'hui même. OK. Et 2, je vais l'acheter aussi. Ah oui, puis tu vas aimer ça parce qu'il y a des belles plumes que tu vas découvrir dedans. Puis, c'est sûr qu'il faut aimer l'horreur. Il n'y a pas tout le monde qui aime l'horreur. Mais il n'y a pas que de l'horreur là-dedans. OK. Il y a aussi du thriller, il y a aussi du suspense, il y a aussi du psychologique. Fait qu'il n'y a pas juste de l'horreur. Fait que ça peut t'inciter, te donner le goût à découvrir autre chose que l'auteur dans le recueil. Ben, il a écrit ailleurs. Fait que ça t'ouvre des portes, là. Je trouve ça le fun. Moi, je me trouve chanceuse d'avoir été acceptée parce que c'est le 3e et c'est ma première participation. Et Dave ne sait pas s'il va en refaire après. L'année prochaine, il n'y en a pas, c'est sûr. Plus tard, ça va être à voir. Et où est-ce qu'on peut se procurer ce recueil-là?
Amazon, seulement sur Amazon. OK. Fait qu'on a juste à écrire Recueil maudit, tome 3. C'est ça, ça prend quelques jours. Un bout de temps, écoute, dans la première semaine, je pense après 3 ou 4 jours, il n'y avait plus de stock. Ils ont tout écoulé. Il a fallu qu'ils réimpriment. Fait que ça marche très, très bien. Puis c'est sûr qu'on dépasse les 2 premières années. Puis je trouve ça, c'est tout un honneur pour Dave, là. Je suis pas mal fière de lui. C'est une personne extraordinaire. Il a beaucoup d'altruisme. Il est généreux. Puis lui, il veut faire briller les auteurs. Je trouve ça merveilleux. Comme tu fais, toi, avec tes lives. Mais puis je trouve ça, tu sais, que toutes que les fonds aillent à une fondation. Oui, c'est là, le suicide cette année, c'est super. On s'entend que cet homme-là, il a le cœur sur la main là, d'investir pour publier un livre puis de donner les fonds à une fondation comme ça. Tout ce qu'il paye, c'est la correctrice, les 2 correctrices, puis tout le reste au complet, ça va à SOS Suicide. C'est quelque chose. Est-ce que tu peux nous parler un peu du texte que l'on va retrouver de toi dans ce recueil-là? Ça s'appelle Noël sanglant. OK. Oui, c'est une entreprise en médias sociaux, technologie, etc., qui fait son party de Noël au domaine des propriétaires de l'entreprise. Puis cette année, ils veulent faire ça en gros parce que ça fait 10 ans que l'entreprise existe. Fait qu'ils font un méga party. Pour ça, ils invitent leurs employés, leurs familles avec leurs enfants. Ils vont pouvoir dormir, rester sur place. Puis, ils ont invité un Père Noël pour la soirée, pour la remise des cadeaux, puis tout ça. Mais ce Père Noël-là, il est particulier. C'est pas un Père Noël comme tout le monde. Puis, pour faire le show, il va donner le show. OK. Alors, c'est pour ça que ça s'appelle Noël rouge. Le Père Noël est habillé en rouge, mais il n'y a pas que lui qui va être rouge. C'est intriguant. C'est très intriguant. Qu'est-ce que Lolita aime lire? Tantôt, tu nous as dit que tu aimais lire plusieurs styles de lecture, plusieurs styles de livres. Qu'est-ce que tu lis comme style de roman? Je vais lire de l'américain, mais je lis aussi beaucoup de québécois. Ben, il y a Jean-Luc Doumont qui est mon meilleur ami, mais que je dévore ses livres. Je vais donner quelques auteurs québécois, après ça, je t'en donnerai d'autres. Oui. Il y a Marc Etier qui écrit du fantastique, puis je suis en train de relire ses livres tellement je trouve ça bon. Il y a Lou Bénédicte qui a une plume incroyable, qui écrit du thriller policier, avec son conjoint Ben Maurice qui écrit le même genre aussi. T'as Jolie Jeanne qui écrit terriblement bien. Et mon chouchou coup de cœur qui est à la hauteur de Anne Rice, c'est rare là, un Québécois à la hauteur d'Anne Rice, Alain Lafont. Lui, là, c'est le seul homme que j'ai rencontré qui rêve ce qu'il écrit, qui se dit dans ses rêves, puis que ça continue comme moi. Je l'ai découvert dans un live. Je me dit, mon Dieu, c'est mon côté masculin. Alain Lafont. J'avais ses livres ici. Après le live, je les ai lus. On s'est mis à correspondre, on est devenus des bons amis. On s'écrit, on se parle régulièrement, on s'appelle. Il t'a toute une plume, ce gars-là. Puis, gars, je vais te montrer, là, les briques, là. Gars, ça vaut la peine. Sa première série, là. Regarde les briques. Ah, mon Dieu! Pas les briques de main. Les Dreamwalkers. Allez vous chercher ça, là, c'est... Alain Lafont. Je vais il écrit bien. Il écrit bien, il écrit bien, il écrit bien. Il est à la hauteur d'Anne Rice. Alain Lafont. Puis l'autre, tu parlais de Lou Bénédicte aussi? Oui. OK. Non, j'ai un appel pour faire exprès. C'est tout le temps quand on est en enregistrement. C'est mon chum probablement qui est à la pharmacie pour moi. Eh là là. Je peux pas répondre. C'est quel... Fait que là, Alain Lafont, c'est un style thriller policier? Thriller. Il y a du surnaturel dedans. Parce que c'est pas des vampires, ni des loups-garous, ni rien de tout ça, là. OK? Il y a du surnaturel parce que ça... Ben, quand tu rêves, il est comme moi, tu peux aller dans plein de situations, plein d'époques, plein de... Tu sais, ça limite pas. Puis lui, c'est ça, il fait son rêve qui continue. Fait que ça me rejoint beaucoup. Oui, ben oui, c'est sûr. Puis il y a une fois, on nous a reçus tous les deux en live. C'est tellement drôle. Les questions que l'animatrice posait à un, c'est exactement la même réponse que j'aurais donnée. Puis là, on se regardait et on partait à rire. C'est fou, là. C'est vraiment fou. Eh bien, ça, c'est pas vrai, c'est intéressant. Est-ce que ça t'a rassuré un peu de rencontrer un auteur qui, comme toi, rêve ses livres? Je me suis sentie, moi, à part des autres. Vraiment. Ouais, hein? Vraiment, vraiment. J'ai trouvé ça le fun. On a tellement de points communs. Puis, des petits accidents qu'on a eus dans la vie, des pépins ou des choses de même, on a vécu des choses semblables aussi. Puis, c'est vraiment drôle. Puis, on a hâte de se rencontrer en vrai. Tu sais, on se parle au téléphone, on se voit en live, puis on s'écrit régulièrement, mais on n'a pas eu le plaisir encore de faire un événement ensemble. J'espère que ça va arriver.
Ben oui, c'est sûr, c'est sûr. Faites en sorte que ça arrive. Exactement. Écoute, on va procéder à. Là, c'est, je pense, la première ou la deuxième fois que je fais ça. J'ai pris toutes les questions des gens. J'ai fait un document avec ça, puis on va y aller à la pige. Les questions en rafale? Ouais, c'est en plein ça. Vas-y. T'es prête? Oui. Comment reçois-tu la critique? Est-ce que ça t'anéantit ou au contraire, ça permet de t'améliorer et ça te fait grandir? Moi, ça me fait grandir. J'ai aucun problème avec les critiques. Je le prends jamais mal. C'est constructif? Non, jamais. Je le prends pas mal du tout, du tout. Puis même, j'ai déjà travaillé avec une coach quand j'écrivais justement Parfum d'enfance. Puis elle m'a dit, c'est tellement le fun de travailler avec toi. Elle dit, t'acceptes tout ce qu'on dit? Oui, je l'accepte parce que ça me sert. Tu le dis pas pour me détruire, tu le dis pour me faire grandir. Tu le dis pour que je m'améliore, tu me dis pour que je sois encore toujours meilleur, toujours meilleur, toujours meilleur. Non, moi, j'ai pas de problème avec ça. Ça me fait pas mal. Mais en même temps, quelqu'un qui dit, mettons, j'ai vraiment pas aimé ma lecture, il n'y a rien de constructif là-dedans. Je vais te donner un exemple. J'ai une belle-sœur qui avait lu La Rédemption de l'Ange, qui l'a adoré, elle a lu Parfum d'enfance. Puis quand j'ai sorti les 10 commandements, elle a dit, moi, je ne l'ai pas aimé, ton livre. Enfin, je l'ai regardé, j'ai dit, pourquoi tu ne l'as pas aimé? Elle a dit, j'ai tellement eu peur. J'ai dit, c'est le plus beau compliment que tu peux me faire. Tu ne l'as pas aimé parce que tu as eu peur? Je suis super contente. Ça ne m'a pas blessée. Oui, ça ne m'a pas blessée. Au contraire, mon objectif, c'est que le monde ait peur, que le monde soit en haleine, que le monde ne s'attende pas à ce qui se produit. Justement, Lou Bénédicte, on s'écrivait durant sa lecture. Puis à chaque fois qu'elle projetait ce qui s'en venait, à chaque fois, c'était pas ça. Fait que là, elle m'écrivait, moi, je partais à rire. Je dis, oh, tu vas être surprise, ça sera pas ça. Fait que ça me blesse pas. Tu as le droit de pas aimer. Mais dis-moi pourquoi tu n'as pas aimé. Puis parfois, moi, je trouve ça flatteur pourquoi tu ne l'as pas aimé. Fait que tu réussis vraiment à voir le positif dans tout. Oui. Es-tu comme ça dans la vie aussi? Pas mal, oui. Ah ouais? Oui, pas mal, oui. On se retrousse le nez, là, mais dans le fond, c'est un super beau, c'est un super une super belle qualité, là. Ouais, des gens vont dire des fois c'est une naïveté, mais gars, c'est une naïveté, je suis comme ça, je peux pas la changer. Moi, tout le monde est beau, tout le monde est fin, jusqu'à preuve du contraire. Fait que, gars. Ben, naïveté. En tout cas, je trouve que c'est de dire que c'est naïf, je trouve que c'est d'aller chercher le négatif dans du positif, là. C'est exactement ça. Personnellement. Quel est le livre que tu aurais adoré écrire dont tu es jalouse en tant qu'écrivaine? Le parfum. Qui a écrit ça? Il y a un drôle de nom. T'as pas, il n'est pas loin. Patrick Sunskind. Ça, là. OK. Puis c'est quoi, en fait, ce livre-là? Ça se passe il y a très, très longtemps. Là. C'est un homme qui vient au monde que lui, il sent tous les parfums, mais il ne sent rien. Sa peau, son corps, ça sent absolument rien, puis il détecte les parfums partout ailleurs. Puis son objectif, c'est de créer le parfum le plus extraordinaire au monde, mais de la façon qu'il va s'y prendre pour le créer. Puis il va focuser sur une personne, il va la sentir. Écoute, c'est dans le temps, je pense, ça se passe en 1300 ou en 1400. En tout cas, ça se passe il y a très, très longtemps. Puis, très loin, à des kilomètres et des kilomètres, il est capable de sentir la personne qui l'intéresse, qui l'attire. Puis c'est à partir de cette personne-là qu'il va vouloir créer son parfum. Mais toutes les mœurs de cette époque-là, là, c'est spécial. À un moment donné, ils décrivent comment peut sentir un enfant, la peau d'un enfant, puis tu as l'impression que ton livre, tu fais ça ton livre, là. Tu sens ton livre. C'est un chef-d'œuvre, le parfum. Wow! Ça, j'aurais aimé écrire ce livre-là, là. C'est extraordinairement bon. C'est tout un voyage. C'est un voyage olfactif, même si c'est un livre. Oui. Ah oui. Ah oui. Puis, si c'est un voyage olfactif, ça veut dire qu'il a très bien réussi. Un peu comme toi, tu disais tantôt, hein, quand les gens, ta belle-sœur t'a dit j'ai eu peur, t'as fait partie, j'ai réussi. Lui, il a réussi avec le parfum. Oui, il a vraiment réussi. Ils ont fait le film est très bon aussi, mais c'est pas à la hauteur d'un livre. Un livre, tu peux pas rendre ça à l'écran. Non. Ça sent trop entre les pages. Tu as besoin de ces odeurs-là, tu as besoin de ces descriptions-là. Ça t'immerge toi-même, tu te fermes les yeux, tu te dis, mais voyons donc, j'ai l'impression que ça sent pas pareil autour de moi. C'est quelque chose. Et justement, ça m'apporte une autre question. Est-ce que tu es du style à... Quand tu t'as lu un livre, puis il sort un film, est-ce que tu vas aller l'écouter le film ou tu restes à ta lecture? Non, j'aime aller écouter le film, ça me dérange pas. Parce que je sais très bien que ça peut pas être identique. Puis en général, c'est quand même bien. C'est rare que je suis vraiment déçue du film, mais non, c'est quand même bien. Mais je ne ferai jamais écouter un film pour aller lire le livre après. J'aime pas ça. J'aime mieux l'inverse. OK, fait que toi, tu lis, puis tu vas faire le film après. Tu ferais pas film de lecture après. Non, parce que je me suis fait une image quand tu regardes le film,
Puis il me semble que si la description n'est pas pareille dans le livre, je vais boquer dans le livre. Tandis que si je le lis, puis que le film, c'est différent, c'est pas grave, je vais me laisser transporter par le film avec la vision de celui qui a décidé de le mettre en image. Fait que je me... chance au coureur. Ben, pour vrai, puis je suis comme toi, là, si j'ai lu le livre, je peux aller écouter un film, mais à l'inverse, je serais pas capable. On a parlé du livre que tu aurais adoré écrire. Maintenant, le film que tu aurais adoré, que tu es jalouse de ne pas avoir écrit ou créé, en fait. Rencontre avec Joe Black. Et c'est avec Brad Pitt. C'est la mort qui décide de venir sur Terre, rencontrer une personne qu'elle va aller chercher bientôt pour se mettre dans la peau d'un homme. Qu'est-ce que c'est qu'être humain? C'est avec Anthony Hopkins. Puis la mort va tomber amoureux de la fille d'Anthony Hopkins. Oh! Ouais, c'est vraiment un bon film. Puis moi, à chaque fois qu'il passe, là, je l'écoute. Je peux pas m'empêcher. Moi, la rencontre avec Joe Black. Je vais écouter ça tantôt. C'est vraiment bon. Après avoir commandé. D'ailleurs, juste avant que j'oublie, est-ce que tu peux nous le montrer, le recueil Maudit 3, qu'on puisse voir? Tu l'as-tu en arrière de toi? Non, il est en haut. OK, bon, c'est pas grave. Est-ce qu'il y a dans tes romans, est-ce qu'il y a des parties de faits vécus de ta vie à toi? Les gens aiment beaucoup savoir s'il y a des parties de notre vie personnelle. Bien, vécu dans le sens que je l'ai rêvé. C'est ça le vécu pour moi, mais sans ça, non. Non, c'est pas des. Tu mets pas des parties de ta vie qui t'arrivent. Non, parce que le genre de choses que j'écris, je voudrais pas que ça m'arrive. Effectivement. Non. Effectivement. Tantôt, tu en as parlé un petit peu, là, tu disais que tu relisais, mais est-ce que tu as d'autres trucs? Puis ça, je sais que ça arrive à plusieurs personnes, c'est pour ça que je me permets de te reposer la question, pour battre le syndrome de la page blanche. Tantôt, tu disais, ouais, toi, tu relis. Non. Quand ça m'arrive, occasionnellement, ça arrive comme tout le monde, là, que tu ne veux plus. Parfois, c'est parce que ce que tu vis, la situation dans ta famille ou peu importe, je vais lire, je vais plonger dans la lecture. Ça me permet de faire le vide, décrocher sur ce que j'écris, puis de me plonger dans autre chose. Fait que je lis beaucoup. Moi, je lis. Avant d'écrire, je lisais 12 briques, comme je t'ai montré tantôt par semaine. Ah, mon Dieu! Tu sens combien de temps? Ben, normalement, là, ça, là, 9 heures à peu près. Tabarnouche, tu clenches? Je lis très vite. Le dernier Harry Potter, là, qui avait 900 pages, je l'ai lu à peu près en une soirée et demie. Fait que quand je m'y mets, mais je ne m'aperçois pas. Maintenant, je le sais que je lis en diagonale. Mais je ne pensais pas que c'était ça que je faisais. Maintenant, je le sais. Ça devient un automatisme. Mais j'ai besoin de lire. Puis maintenant que j'écris, ben j'essaie d'en lire 2 par semaine, sauf un petit peu moins depuis quelques semaines parce qu'il faut que je travaille par les soirs sur ce qui sort au printemps. Fait que je lis ma tablette un petit peu sur mon heure de dîner au bureau. Tu lis quoi en ce moment? Ben, je suis en train de relire la série de Marc Etier, là. Oui. Après l'Apocalypse. C'est tellement bon. Je l'avais lu, mais je le relis parce qu'il veut que je lui donne un genre de petit retour, même si j'ai fait des retours de lecture sur le résumé, parce qu'il m'a donné la version longue, lui. Puis ce qui a été publié, c'est 2 versions un peu plus courtes. Fait que je suis privilégiée, puis c'est bon. J'aime son personnage, j'aime son univers, c'est super bon. Mis à part tes rêves, est-ce qu'il y a des choses qui t'inspirent dans tes histoires? La nature. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup marcher en forêt, faire des sentiers pédestres, faire du VTT, mais comme passagère. Parce que pendant que mon chum conduit, moi, je me laisse bercer par la nature, par les feuilles, puis je reste dans un endroit aussi qui a beaucoup d'arbres, j'ai pas de voisins en arrière. Fait que m'asseoir dehors, écouter les oiseaux, moi, ça m'inspire énormément. Dans tous les styles que tu as écrits, donc, juste pour les redire, tu as le drame qui est Parfum d'enfance, miel pour les salauds, pour salauds, thriller surnaturel, ta série d'ados qui va sortir. Est-ce qu'il y a un style horreur pour le Maudit tome 3? Est-ce qu'il y a un style que tu préfères, que c'est ton préféré à écrire? Thriller surnaturel. Oui. C'est vraiment dans la vie, là. Je ne sais pas. J'ai l'impression que j'ai toutes les possibilités quand c'est ce genre de choses-là. Que j'ai aucune limite. Je peux faire ce que je veux. J'ai pas à m'arrêter sur ça se peut-tu pas, ça existe-tu, ça se tient-tu? Moi, ça se tient parce que je l'ai rêvé. Fait que non, c'est vraiment ce que j'aime le plus. Puis j'adore déstabiliser le lecteur. Puis comme je te disais tantôt, moi, que tu t'attendes à ce qui se passe telle affaire, puis t'apercevoir que c'est pas ça, puis tu me le dis après, hey, tu m'as vu, je m'attends. J'aime tellement ça. Là.
Puis j'aime ça, ma dernière phrase de mes livres, de mettre, tu vas le voir à lui, là, de mettre une bombe. Ça t'ouvre la porte pour d'autres choses. C'est fini, mais c'est pas fini. Toi, j'imagine que toi, ça te donne l'opportunité aussi de peut-être décider d'écrire un autre tome par la suite sans fermer la porte complètement? Exactement. Okay. Exactement. Je peux pas mettre un mot fin pour mettre un vrai mot fin. Ça se peut pas. Il y a toujours d'autres choses qui peuvent se passer. Puis j'aime mes personnages. Moi, c'est un deuil là, quand je finis mon histoire. Là. Je dis, voyons donc, je peux pas couper les ponts avec eux autres. Je suis dans mes rêves puis dans ma vie depuis tellement de semaines. J'ai besoin de ça, je vais m'ennuyer. J'ai besoin d'avoir de leurs nouvelles. Fait que c'est pour ça que réécrire, ben, ça m'aide beaucoup. J'ai de leurs nouvelles. Est-ce que tu es du style à écrire 2, 3 manuscrits en même temps ou tout le temps un seul? Quand j'ai des mandats, qu'il faut que je sorte des textes, mettons pour des concours ou des collectifs, puis ça, je le fais en même temps que mon écriture normale. C'est juste à cette occasion-là que je vais travailler sur 2 choses en même temps. Mais sans ça, c'est juste sur le roman lui-même. Pour quelle raison que tu tiens à travailler sur un et un seul manuscrit? Est-ce que c'est à cause de tes rêves? Parce que tu veux rêver juste une histoire en même temps? Parce que non, je veux les laisser me visiter à leur guise, puis je veux que ce soit eux autres qui aient les rêves. Quand j'écris, c'est pas moi qui décide, c'est pas moi qui sais où est-ce que je vais m'en aller. C'est les personnages qui vont décider. Puis des fois, moi, je suis certaine, moi aussi, ils me surprennent. Des fois, je me dis, hey, là, ça va être telle affaire. Je me couche le soir, je me lève le lendemain, puis c'est pas tout ça qui m'a fait faire. Je dis, ben voyons donc. Fait que je les laisse diriger l'histoire. C'est pas moi qui dirige. Moi, j'écris. C'est vraiment, moi, je trouve ça super génial. Dernière question, puis je te pose la question, tu as le droit de refuser. Est-ce que tu accepterais de nous lire quelques papiers qui se trouvent dans ta boîte que tu nous as montrés au début? Ah, ben oui. En nous disant, en cours de dans le fond, en lisant un papier, dis-nous ce que ça t'inspire. OK. Bon, là, je viens de pogner elle. Si le ciel te donne la vie, ce n'est pas pour détruire celle des autres. Fait que ça, c'est une phrase qui pourrait très bien se mettre dans un roman avec une personne, mettons, qui du jour au lendemain devient méchant ou pis ça. Fait que ça peut me servir dans ce que je suis en train d'écrire. Ça sort comme ça, je l'écris, je le mets dans mon petit panier. C'est fou. Ça, je te dis, c'est super utile. Je tombe dessus, puis ça fait. Hein? Ah, l'amour est une récompense, la haine une conséquence. Ah, j'aime ça. Ça aussi, ça pourrait bien faire dans un de mes textes. Ça peut, n'importe quelle sorte d'histoire, cette phrase-là peut s'appliquer. Fait que il y en a beaucoup dans mon panier des affaires. Encore 3, mettons? Encore 3? Ouais, pour un total de 5. OK. Bon, celle-là ici. OK. Il restera toujours du courage en celui qui croit à la fin. Il n'en reste plus en celui qui a renoncé. Ah, wow. Ça dit tout, hein? Oui. Voilà. Tu poses pas de questions après ça? Non, ça dit tout. Après ça, t'as peu celle-là. OK. Être nu dans ses émotions est plus difficile que de se montrer nu physiquement. OK, ça j'aime beaucoup le côté plus comique, plus drôle de Mais il y en a aussi au travers de mes enfants. Celle-là, c'est quoi? OK. Avoir l'intention de pulvériser une partie de l'humanité, c'est de soumettre le reste à sa volonté. Ah, wow! Puis là, quand tu utilises ta boîte, là, tu piges n'importe quel ou tu cherches un que tu te souviens? Je pige, puis là, je dis, je vais essayer de le mettre dans la prochaine page. Ben, voyons donc. Est-ce que tu gardes tes papiers? Oui, je les garde tous. Tu dois avoir des boîtes et des boîtes pour avoir un panier complet de même? Quand je l'ai utilisée, je la détruis. Ah, c'est ça, tu ne les gardes pas après. Tu la détruis. Oui, parce que je l'ai utilisée. Eh là là. Hey, t'imagines, si tu les avais toutes gardées, tu aurais des boîtes et des boîtes de papier. Ça serait terrible, hein? Eh là là. Hey, Lolita, merci. Merci d'avoir pris le temps. Pour vrai, j'ai senti, je pense, en fait, c'est le premier enregistrement que je fais, que c'est qu'on aurait pu être en live, puis ça aurait été parfait comme ça. C'était fluide, c'était naturel, c'était, tu sais, moi, une chose que je trouve importante dans les enregistrements, c'est de ne pas chercher la perfection. Non! D'être vraiment comme si on était les deux ensemble. On jase devant un café. Et voilà. J'ai trouvé que notre rencontre, ça a vraiment été ça. Il y a juste de la fluidité sur l'instinct, sur le moment présent. J'ai passé un super beau moment. Tu es
tu es belle à voir. Je trouve que tu rayonnes comme être humain, comme auteur. Tu es inspirante. Continue de rêver pour continuer de nous faire rêver. Oh, t'es donc bien gentil. Je vais le prendre. Ça me touche beaucoup. Merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir. Merci d'avoir pris ce moment-là avec nous. Merci. Au plaisir. À la prochaine.